Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Édition originale. Historia da arte em Portugal, do Marcelismo ao final do século XX. Lisbonne Book Builders 2021. Traduit du portugais par Didier Sarnago. Couverture. Pintura habitada, Helena Almeida, 1976. Photographie en noir et blanc avec peinture acrylique, 42 par 52 cm. Collection particulière. Œuvre affiliée à Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas Artes, Centro de Investigação e de Estudo em Belas Artes, CIEBA, Largo da Academia Nacional de Belas Artes, 1249 a 058 Lisboa, Portugal. Este trabalho e financiado por FUNDOSNACIONAISATRAVE accent aigu S da FCT, Fundação para a Ciência e a Tecnologia, IP, no âmbito do PROJETO, UIDB 04-042-2020. Histoire et idées des arts, collection dirigée par Bruno Pequigno. Cette collection accueille des essais chronologiques, des monographies et des traités d'historiens, critiques et artistes d'hier et d'aujourd'hui. À la croisée de l'histoire et de l'esthétique, elle se propose de répondre à l'attente d'un public qui veut en savoir plus sur les multiples courants, tendances, mouvements, groupes, sensibilités et personnalités qui construisent le grand récit de l'histoire de l'art, là où les moyens et les choix expressifs adoptés se conjuguent avec les concepts et les options philosophiques qui depuis toujours nourrissent l'art en profondeur. Dernière parution. Andrea Pierron, une histoire artistique des revues d'avant-garde. Europe-Australie. 1921 à 1986, 2022. Bernard Verdier, Les artistes face à la censure. La naissance de la peinture moderne en Allemagne, 2022. Jean-François Duval, Vanessa Varvenne, Edgar Degas, Le grand rabbin Astruc et le général Mélinet, 1871. Parcours d'une œuvre, 2021. Lucas Nannipieri, À quoi sert l'histoire de l'art, 2021. Sophie O'Connor, Les paysages de Giovanni Segantini, 2021. Olivier Dehaye, James Tissot, peintre de la vie moderne, 1836 à 1902, 2021. Martine Heredia, Antonio Sora, Une peinture de l'excès, 2021. Bernard Payès, Michel-Ange et Sinan. Un rendez-vous manqué, 2021. Lou Bodillon-Coutet, Ishikawa Mao, photographe d'Okinawa, 2021. Camille Laura Villet, Les aventuriers de l'abstraction. Au tournant des 19e et 20e siècles, une autre histoire semblait possible. Et si elle l'était encore, 2020. Marie-Hélène Hérobibo, De l'architecture à l'écologie. La dynamique créative de Hundertwasser, 1928 à 2000, au prisme de ses écrits, 2020. Introduction. Les arts plastiques ainsi que la pensée critique au Portugal, tout au long de la période que nous délimitons chronologiquement entre le début du marcélisme 1968 et la fin du XXe siècle, 2000, constituent un territoire d'études fécond qui suscite un intérêt croissant. Passé un certain temps et donc avec un quelque recul, il est déjà possible de comprendre ce panorama, parfois complexe et même contradictoire, et ce, en raison des mutations politiques, sociales et culturelles qui à cette époque survenaient dans la vie portugaise, notamment avec la Révolution d'avril 1974 et la chute de la dictature qui s'ensuivit, avec toutes ses conséquences et ses prolongements, mais aussi avec sa propre voie vers la stabilisation de la démocratie et l'adhésion à la Communauté économique européenne, CEE, en 1986, laquelle deviendra à partir de 1992 l'Union européenne, UE, dont le Portugal assuma la présidence pour la deuxième fois, en 2000, s'orientant ainsi vers la globalisation. Immédiatement après la Révolution d'avril, la société portugaise traversa une période de ferveur et d'agitation, voulant à juste titre tout repenser et progresser, parfois de manière tumultueuse, voire déstructurée, vers la construction urgente et nécessaire d'un nouveau pays. C'est dans ce contexte que nous situons par exemple quelques-unes des manifestations artistiques de la période révolutionnaire, ou certains des aspects les plus pertinents des politiques culturelles que l'on chercha à accentuer.
Mais dans les années 1980 et 1990, dans le contexte d'un Portugal se voulant résolument cosmopolite et moderne, et aussi dès le début, inscrit dans le cadre d'un mouvement postmoderne de fond, un pays artistiquement plus solide et culturellement plus mûr prenait forme naturellement, et aussi avec ses idiosyncrasies, ses complexités. En résumé, les limites spatiales et temporelles de ce travail sont ainsi définies. L'espace portugais et les années entre le début du marcellisme et la fin du XXe siècle. Quant à l'objet de cette étude, les arts plastiques et la pensée critique qui en résulta, il convient de préciser que nous entendons la pensée critique comme étant quelque chose de plus complexe, de plus structurant que la simple critique d'exposition, son approche est en effet moins linéaire. La première étape consista à recenser et à traiter l'information pertinente disponible, la plus exhaustive possible, afin de fixer, de croiser et d'analyser différents événements et faits, points de vue et préoccupations, dont la plupart étaient présentés de manière succincte ou dispersés dans la presse, les catalogues d'exposition, les monographies relativement généralistes, ou dans des études monographiques, publiées ou universitaires sur les artistes et leurs parcours respectifs. Il importe également de mentionner que, surtout lors des 2 premières décennies analysées, et afin de mieux comprendre leurs particularités, nous avons tenté de collecter et d'analyser les informations qui, à l'époque, étaient écrites sur les aspects en question. Et c'est précisément la compréhension de ce tableau, d'une part, et le lien fondamental et inévitable de la situation portugaise à la situation internationale, d'autre part, qui nous conduit à l'acceptation préliminaire que d'un point de vue conceptuel, les concepts pour la compréhension des arts plastiques au Portugal durant cette période pourront être de fait les concepts des avant-garde et de postmodernisme, continuellement évoqués au cours des années 1970 et 1980, respectivement, comme nous le verrons plus loin. Les années 1990 représentèrent la consolidation d'une modernité, ainsi que d'une intégration culturelle et artistique effective. L'objet de cette étude se fonde donc sur des événements, notamment certaines expositions collectives, vu que les événements collectifs furent stimulants surtout dans les années 1970, mais aussi dans les années 1980, parcours, artistes, œuvres, politiques culturelles de fond, institutions, enseignement artistique, publications périodiques spécialisées, problématisation théorique et critique, et trait d'union bien sûr avec la toile de fond internationale. C'est dans l'analyse critique du croisement de ces éléments que se positionne cette histoire de l'art au Portugal. Bien que les temps et l'intensité de l'art portugais n'aient pas été bien souvent les mêmes que ceux de l'art occidental, en particulier des centres artistiques dominants comme les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Italie ou le Royaume-Uni, les expositions en question et certains parcours individuels parviennent à faire oublier la croyance, plus ou moins répandue, d'un certain habillement d'importation, surtout quand on fait allusion aux années 1970 au Portugal, soumettant l'hypothèse de indispensable réévaluation de l'histoire de l'art au Portugal pendant la période étudiée, en faisant une partie effectivement constitutive du mouvement plus vaste, de l'histoire de l'art occidental. 1. Sur les traces de la modernité. Panorama artistique, politique culturelle, institutions et enseignement artistique. La première question qu'il convient de poser est celle d'une certaine autonomisation de l'histoire des arts plastiques par rapport à la chronologie des événements politiques, qui avait déjà lieu sur la base d'un processus d'activation des individualités créatrices. En fait, se vivait alors un compréhensible optimisme historique, notamment lors de 3 moments importants, le début du marcellisme, la Révolution d'avril 1974 et l'adhésion à la Communauté européenne en 1986, qui évidemment fit supposer un panorama sociopolitique en avance sur le panorama artistique. Quoi qu'il en soit, tout cela doit être problématisé. Voyons. L'année 1968 marque le remplacement d'Antonio de Oliveira Salazar par Marcelo Caetano, à la tête du gouvernement, c'est-à-dire à la présidence du Conseil des ministres. Ce remplacement, ainsi qu'une certaine réputation libérale dont aurait joui Marcelo Caetano, présageait une certaine ouverture du régime politique. En effet, au départ, le nouveau chef du gouvernement semblait faire souffler un vent de changement, le fameux printemps marcelliste ou renouveau dans la continuité. Cependant, les élections de 1969 ne respectèrent pas les règles de la démocratie,
et la volonté d'élire les candidats des listes d'opposition, la CDE, Commission électorale démocratique, et la CEUD, Commission électorale d'unité démocratique, resta frustrée. Cette situation s'aggrava avec la réélection en 1972 d'Américo Thomas à la présidence de la République. La répression se poursuivit, à l'instar de la guerre coloniale, ce qui accentua le climat de mécontentement interne et externe à l'égard de la politique portugaise et de l'évide isolement du pays. Le Portugal s'engagea dans une épuisante guérilla contre les mouvements indépendantistes. Près de 9000 individus perdirent officiellement la vie, dans un drame humain et un effort de guerre insoutenable. Les dernières années du régime corporatif révélaient une crise croissante, se reflétant dans la baisse réelle, entre 1971 et 1973, et l'aggravation des conflits sociaux qui en résulta. 1. L'émigration vers l'Europe, particulièrement vers la France et la République fédérale d'Allemagne, atteignit son apogée en 1970. 2. À la crise politique et économique, aggravée par la crise pétrolière mondiale de 1973, s'ajouta la crise sociale, dans un pays de plus en plus refermé sur lui-même et, pourquoi ne pas le dire, de plus en plus triste. Déjà en 1960, Paula Rego, née en 1935, avait peint son tableau intitulé Salazar vomissant la patrie, clairement accusatrice et crue. L'année suivante, se produisit ce qui restera connu sous le nom d'opération Dulcinea, qui conduisit à l'assaut du paquebot Santa Maria par Enrique Galvão et ses compagnons au large de la mer des Caraïbes. L'opération échoua, et ses protagonistes durent se réfugier au Brésil. Dans le cadre de cet événement, Joaquim Rodrigo, 1912 à 1997, peignit SM, Santa Maria. En 1969, les étudiants descendirent dans la rue pour contester le régime oppressif. En 1972, la répression et la censure s'intensifièrent, tout comme les emprisonnements politiques. La lutte clandestine contre le régime s'intensifia dans les milieux intellectuels, étudiants, ouvriers, voire militaires. Mais que se passait-il à cette époque avec les arts plastiques ? La vérité est que les années 1960 furent déterminantes dans l'équation et dans l'orientation des arts plastiques au Portugal. Du point de vue de João Pinaranda ou d'Antonio Rodrigues, les années 1960 au Portugal furent décisives en ce qui concerne les développements de l'art, marquant ainsi une tentative de dialogue et de suivi des tendances internationales du moment, dans un pays clairement périphérique. Comme l'écrivit João Pinaranda, les années 1960 sont les plus décisives pour l'art portugais après les années 1910, comme si l'on pouvait parler d'une deuxième décennie instauratrice. 3. Selon Antonio Rodrigues, les années 1960 furent privilégiées grâce aux hypothèses novatrices concernant l'image et le signe, ainsi qu'aux fondements conceptuels et perceptuels de l'objet. Cette innovation serait liée, dans l'esprit de Rodrigues, non pas aux conditions socio-matérielles de la vie artistique portugaise de l'époque, mais au positionnement culturel des artistes et de leurs travaux. 4. C'est-à-dire à une autonomisation effective des individus et des œuvres, dans une recherche de nouveaux horizons d'expérimentation. Nous partageons cette opinion, nous la consolidons, mais examinons-en d'autres. Selon Bernardo Pinto de Almeida, et bien que les années 1960 eussent été une période de changements fondamentaux, elles ne furent pas à proprement parler des années de rupture. En effet, l'art portugais se transformait selon une longue mutation de statut, de sens, de fonction et d'intention, s'éloignant ainsi de la pureté idéologique du modernisme historique et selon un processus international qui remettait en question le concept d'avant-garde lui-même. 5. Cependant, dans notre conception, et en vérité, le concept d'avant-garde ne sera effectivement remis en question qu'à la fin des années 1970, lorsque se dessineront, comme nous le verrons, la fin du vaste mouvement international de néo-avant-garde et le début du mouvement postmoderne. Quoi qu'il en soit, les années 1960 marquèrent une réelle volonté de modernité. Ceci est implicite, accentuant les préalables innovateurs, dont certains provenaient des années 1950, concrètement matérialisés dans l'art informel et dans la nouvelle figuration, 6, ainsi que dans les développements du pop art et de l'art conceptuel, de l'art minimal,
du land art, de la performance, de l'assemblage, introduit dans le contexte artistique par Jean Dubuffet en 1953, parmi des apostrophes. Autres modes expressifs qui se prolongèrent tout au long des années 1960 et 1970. Cette fragmentation, associée à un individualisme créatif, serait due de manière déterminante au contact avec l'extérieur qui s'effectuait par l'intermédiaire d'artistes émigrés, de courts voyages au centre artistique parmi les plus éminents, du peu de revues étrangères spécialisées auxquelles l'on avait accès, de contacts directs ou indirects de journalistes et de critiques avec d'importants événements à l'étranger, et de rares expositions d'artistes de renommée internationale au Portugal. Les voyages d'artistes portugais à travers l'Europe et parfois, sur le continent américain, furent très nombreux, notamment entre la fin des années 1950 et le milieu des années 1970. Il convient de souligner l'aide financière à partir de 1957 de la Fondation Calouste Gulbenkian, institution créée en juillet 1956. En effet, le rôle de Gulbenkian dans ce contexte fut prépondérant, permettant ainsi aux artistes de quitter le pays, afin de consolider leur carrière et bien sûr, de vivre de nouvelles expériences, de s'ouvrir au monde et de respirer la liberté. Sur le plan interne, les idées sur l'art circulaient de manière plus représentative par l'intermédiaire de publications spécialisées, à l'instar de Pintura Enao, section portugaise de l'Association internationale de critique d'art, 1969 à 1970, la première publication portugaise à se consacrer exclusivement à l'art moderne national, 7, dont 7 numéros furent publiés avec la revue Arquitectura, Journal de Letras et Artes, Lisbonne, 1961 à 1970. Ou Colloquio, Revista de Artes e Letras, 1959 à 1970, édité par la Fondation Calouste Gulbenkian, qui ensuite se décomposa en Colloquio Artes, 1971 à 1996 et Colloquio Letras, 1971. Ces publications reflétaient avec une profondeur et une intention considérable la production artistique contemporaine portugaise. Cependant, et à titre d'exemple, le critique Nelson Dimaggio, en 1966, parlait de la difficulté de comprendre la direction des différents artistes nationaux en raison des catalogues mal conçus, insuffisances factuelles, des omissions de la presse et d'une certaine inertie de la culture portugaise. 8. Parmi les artistes émigrés, et lorsque nous parlons d'émigrés, nous parlons du fait qu'ils vécurent effectivement à l'étranger durant une très longue période, parfois définitivement, et outre Maria Helena Vieira da Silva 1908 à 1992, qui très tôt s'installa à Paris, prenant la nationalité française en 1956, nous pouvons souligner Alberto Carneiro, 1937 à 2017, Angelo de Souza, 19 382 2011, Antonio da Costa, 1914 à 1990, Antonio Senna, né en 1941, Bartolomeu Cid, 1931 à 2008, Costa Pinheiro, 1932 à 2015, Eduardo Batarda, né en 1943, Fernando Lemos, 1926 à 2019, Graça Pereira Coutinho, né en 1949, Helena Almeida, 1934 à 2018, João Cutileiro, 1937 à 2021, João Vieira, 1934 à 2009, Jorge Martins, né en 1940, Jorge Pinheiro, né en 1931, José Baria, 1944 à 2020, Julio Pomar, 1926 à 2018, Lourdes Castro, 1930 à 2022, Manuel Alves, 1939 à 2009, Manuel Cargaleiro, né en 1927, Maria Beatriz, 1940 à 2020, Paula Rego, René Bertolo, 1935 à 2005, parmi d'autres, qui vivaient à Sao Paulo, Rome, Munich ou pour la plupart à Paris et à Londres. Les expositions au Portugal de ces artistes vivant à l'étranger constituaient un canal privilégié de contact avec les tendances artistiques et les problématisations esthétiques du moment, dans un pays peu informé et aux conditions de travail limitées. En 1966, Fernando Pern écrivit précisément sur cet aspect, d'une manière désolée. On l'a déjà dit, mais il importe de le répéter encore et encore. La peinture moderne portugaise n'a pas encore trouvé, que ce soit au plan culturel ou au plan économique, des possibilités de fixation locale qui ne comportent pas immédiatement des dangers de renoncement ou de mouvements régressifs. 9. Nombre d'artistes qui restèrent au pays se refusèrent à participer aux événements promus par le SNI.
Secrétariat national de l'information, appelé SITE à partir de 1968, Secrétariat d'État à l'information et au tourisme, à savoir le Salon national des Arts 1966 à 1969, jugé médiocre, héritier du traditionnel Salon des Nouveaux 1959 à 1964, qui en 1959, le même jour et à la même heure, connut l'affront de l'exposition intitulée 50 artistes indépendantes. Opposition résultant dans une large mesure du mécontentement lié à la non-élection d'Umberto Delgado à la présidence de la République. À Paris, entre 1958 et 1968, le groupe KWY, des lettres n'appartenant alors pas à l'alphabet portugais, constitué par les Portugais Gonçalo Duarte, 1935 à 1986, João Vieira, José Escada, 1934 à 1980, René Bertolo, Costa Pinheiro et Lourdes Castro, bien que le groupe eût compté des apostrophes. Autres collaborateurs étrangers, tels que Christo Javachev et Jean Voss, il développa diverses initiatives, dont la publication d'une remarquable revue homonyme 1958 à 1963, 12 numéros à tirage limité, 300 exemplaires furent publiés, ou l'organisation de débats cherchant à se démarquer de l'aride panorama artistique portugais de l'époque. Par ailleurs, cette démarcation volontaire concerne singulièrement autant le milieu politico-social que l'activité de tous. Ce qui caractérise ces artistes, c'est qu'ils sont difficilement caractérisables, tant par les médias que par la constante redéfinition des frontières de l'art. 10. La revue, imprimée manuellement et destinée à être vendue à Lisbonne, Paris et Munich, représenterait un espace d'expérience créative libre, et singulière. Toutefois, selon José Augusto França, en guise de bilan, la solution migratoire, sauf quelques exceptions et en raison du manque de base esthétique et psychologique, ne produirait pas de résultats remarquables. 12. Bien sûr, l'émigration n'a pas en soi résolu un problème culturel, même plus qu'artistique, de fond. Nous reviendrons sur cette question relativement complexe. 1. Revue KWY. N10 1962. Couverture de René Bertolo. Dans les années qui précédèrent la Révolution, on reconnaissait d'une manière générale un faible intérêt officiel pour l'art moderne et contemporain, qui se concrétisa un peu plus tard, ainsi qu'un contact limité avec les manifestations des États-Unis et des pays de l'Europe de l'Est. 13. Comme on pouvait s'y attendre dans ce contexte dictatorial. En ce qui concerne le marché de l'art au cours de cette période, les actions de dynamisation furent principalement menées à titre privé. Dans le but d'activer le marché pratiquement inexistant de l'art moderne au Portugal, fut créé, en 1966, le Club do Semsem, 100 individus. Le groupe de Lisbonne se réunissait mensuellement, de manière informelle, soit dans des résidences privées, soit au Grêmio Literario. Afin d'assister à ces réunions, chacun devait s'acquitter d'une cotisation. Ce montant était ensuite géré par un sélectionneur mensuel du club, élu parmi les membres. Puis on procédait à l'acquisition d'œuvres choisies d'artistes modernes portugais. Les œuvres de José de Almada Negreiros, 1893 à 1970, Antonio Palolo, 1946 à 2000, Arthur do Cruzeiro Sexas, 1920 à 2020, Bartolomeu Cid, Eduardo Neri, 1938 à 2013, Helena Almeida, João Cutileiro, Roré Baradas, 1894 à 1971, Lourdes Castro, Maria Helena Vieira da Silva, Nikias Kaipinakis, 1931 à 2020, Noronha da Costa, 1942 à 2020, furent entre autres sélectionnés. Le club se serait prétendument séparé à cause de l'augmentation des cotisations, avant la hausse des prix des œuvres d'art. Au cours de l'ère marcelliste, notamment au début des années 1970, une considérable croissance du marché artistique portugais se fit sentir, également due à un certain mécénat privé apporté au secteur des arts plastiques, concrètement en ce qui concerne les entreprises liées au secteur bancaire et automobile, à l'instar de la banque portugaise de l'Atlantique, la General Motors ou la SOQUIL, Société chimique industrielle, qui en 1968 créa le plus important prix portugais de l'époque, attribué jusqu'en 1972. Ce prix fut remis en 1968 à Carlos Calvet 1928 à 2014. L'année suivante à Noronha da Costa, en 1970 à Manuel Batista né en 1936.
en 1971 à Paula Rego, et enfin en 1972 à Joaquim Rodrigo. Il s'agissait d'un prix important, qui se révéla être une évidente incitation à la production d'avant-garde portugaise, dans un engagement clair en faveur de la modernité artistique. Au cours de ces années, dans l'esprit de certains critiques, comme Rui Mario Gonçalves, le goût alors prédominant était encore celui pour le naturalisme du XIXe siècle, et l'épuisement de ce marché artistique poussa quelques marchands à inciter de potentiels acheteurs à acquérir des œuvres d'art modernes. 14. Survint alors une période d'accélération surprenante, mais fragile, du marché de l'art portugais. On assiste aussi au démembrement d'importantes collections privées, outre, selon Fernando Pern, une certaine dose de précipitation généralisée dans les critères de sélection. 15. On attira l'attention sur la nécessité des collectionneurs de rechercher des œuvres porteuses d'authenticité et de qualité, d'apprendre à connaître les artistes, d'épurer leur goût et de mettre en place une certaine cohérence dans leurs acquisitions. Ernesto de Souza, lors d'une conférence tenue en 1972 à la Galerie Dynastia à Lisbonne, intitulée De l'avant-garde artistique au Portugal et du marché commun, observa ceci. Une chose est sûre, la peinture moderne au Portugal, et non seulement a cessé de déranger, elle n'inquiète plus. Modernisez ce que vous voulez et comme vous voulez. Ce qu'il faut, c'est d'avoir une cote et ne pas trop s'éloigner du chevalet, ni du pinceau ou de leurs équivalents. Dans ces deux dimensions de la toile, faites ce que bon vous semble. 16. En ce qui concerne spécifiquement les galeries, en 1962, en dehors des galeries appartenant à des institutions culturelles et artistiques, il n'y avait que 3 galeries commerciales au Portugal, 17. Il s'agit de la Galerie Alvarez 1954, Porto, de la Galerie Librairie Diário de Noticias 1957, Lisbonne, et de la Galerie Librairie Divulgação 1958, Porto et 1963, Lisbonne. Cependant, entre le milieu et la fin des années 1960, ouvrirent plusieurs galeries commerciales, certaines liées à des librairies, d'abord et surtout à Lisbonne, à l'instar de la Galerie 111, 1964, la Galerie Burholtz, 1965, la Galerie Quadrante, 1966, la Galerie São Mamede, 1968, ainsi que d'autres importants lieux des expositions dans d'autres parties du pays, comme la Galerie Ogiva, 1970, à Óbidos. En 1973, il y avait au Portugal environ 30 galeries commerciales, essentiellement situées à Lisbonne, plus précisément 15. À Porto, il y en avait 11, et dans le reste du pays 5, 18. Certaines des galeries mentionnées furent même dirigées par des critiques d'art à certaines périodes, comme ce fut le cas de la succursale lisboète de la Galerie Divulgação, dirigée par Fernando Pern, ou de la Galerie Burholtz, dirigée par Rui Mario Gonçalves. En ce qui concerne leurs caractéristiques spécifiques, tous ces espaces d'exposition étaient orientés vers l'art contemporain, la Galerie 111, appartenant à Manuel de Brito qui ouvrit en 1971 une succursale à Porto, Galerie Zen, mérite une mention spéciale pour son rôle exceptionnel sur le marché et son activité constante, ainsi que les galeries Quadrante et Burholtz qui devinrent des espaces au contenu plus alternatif. À ce sujet, il convient de mentionner une question qui tient au fait que les moments de modernité, et même de rupture, d'avant-garde si l'on préfère, tendirent à apparaître en dehors de la sphère officielle. En avril 1974, le coup d'État militaire mit fin à 48 ans de dictature et par conséquent à la Constitution de 1933. Tombait alors le régime antidémocratique, colonialiste, isolé et autoritaire. L'action des militaires contribua à ce renversement, action particulièrement attisée par la guerre coloniale agonisante, ainsi que l'action historique, plus ou moins clandestine, du mouvement antifasciste. Cependant, les changements politiques et sociaux fondamentaux opérés dans un pays fermé, conservateur et saturé d'urgence, ne furent pas en soi déterminants, comme l'on pourrait éventuellement s'y attendre, pour l'essor des arts plastiques. Comme l'écrivit Manuel Antun en 1974, d'un jour à l'autre, tout semblait nouveau. C'était la fin des mots longuement interdits, des gestes étroitement contrefaits, d'un certain mensonge institutionnalisé, de la terreur invisible, mais partout présent. La Révolution fut une fête. L'heure du lyrisme prenait fin. Commençait l'heure de l'action, 19. La Révolution prenait une dimension hautement participative, festive, des citoyens,
ainsi que de l'Alliance Peuple-Mouvement des Forces armées. Le plan révolutionnaire était en cours. La période entre le 1er mai 1974 et l'inauguration du gouvernement constitutionnel, le 23 juillet 1976, fut particulièrement turbulente. Ce furent les conséquences d'une démocratie toute jeune, instable et revendicatrice, légitimée par un agglomérat de forces liées à diverses positions politiques et sociales, notamment au puissant mouvement syndical et au comité de travailleurs. La démocratisation fut suivie de la stabilisation de la démocratie parlementaire, entre une société bouillonnante et un système économique fragile. Pour en revenir au domaine artistique, avec la Révolution d'avril, seuls rentrèrent effectivement au Portugal les artistes qui avaient émigré pour des raisons essentiellement politiques et non ceux qui s'y étaient résolus, la plupart, principalement pour des raisons artistiques, intellectuelles, expérimentales ou didactiques, ce qui met en évidence les problèmes persistants de la vie culturelle et artistique portugaise. Nous partageons l'opinion de João Pinaranda lorsqu'il attire l'attention sur le fait, à partir d'artistes liés à la figure tutélaire d'Ernesto de Sousa, d'atteindre au Portugal, en termes absolus, dans les années 1970, la capacité d'accompagner, de manière opportune et utile et en termes de compréhension culturelle profonde, les paramètres de la création internationale. 20. À la vérité, et d'un point de vue artistique, le changement individuel, pulvérisé, avait déjà eu lieu depuis les années 1960 pour une partie des artistes qui, indépendamment de l'espace politico-géographique où ils vivaient, prétendaient être effectivement modernes, contrariant donc la croyance selon laquelle durant l'époque révolutionnaire on vivait naturellement d'une avant-garde de la politique face à l'art. Voyons à titre d'exemple, le commentaire suivant du critique Francisco Bronze en 1976. Dans cette mer nous tourbillonnons, les artistes aussi. Ils cherchent à se mettre au diapason de la vie politique nationale, ou tout simplement, ils s'efforcent de ne pas perdre le train de la révolution, comme on dit. 21. La révolution prit donc des contours complexes et contradictoires, également dans le domaine des arts. En effet, et à quelques exceptions près, les journaux portugais n'accordaient que bien peu d'importance aux questions de la culture et de l'art, précisément à un moment de liberté d'expression. La politique dominait l'ordre du jour. Ainsi, la revue Colloquio Artes revêtit un caractère unique dans notre pays. Nous ne pouvons manquer de signaler cette préoccupation, en étroite relation avec la volonté de réfléchir sur l'art du moment, notamment à travers des bilans et des lettres de Lisbonne, de Porto, de Paris ou de Sao Paulo. Il convient encore de mentionner d'autres publications importantes concernant les questions artistiques, telles le journal Diário de Lisboa, 1921 à 1990, l'hebdomadaire Expresso, Lisbonne, 1973, la revue Arte Opinião, lancée en 1978 par les étudiants de l'École supérieure des beaux-arts de Lisbonne, les revues Opsao, Lisbonne, 1976 à 1978, et Broteria, Lisbonne, 1925 à 1999, ou encore, entre 1973 et 1977, la Revista de Artes Plásticas, éditée par la Galerie Alvarez à Porto, et le seul numéro de la revue Arte, édité par la Société nationale des beaux-arts, en décembre 1976. Dans les années 1980, à partir de 1981, parurent le JL, Journal de Letras, Artes e Ideias, Lisbonne, ainsi que la revue Soma, Lisbonne, 1979 à 1982, ou la revue Vertis, deuxième série, Lisbonne, 1988, Risco, Lisbonne, 1985 à 1999, Artes e Leiloes, Lisbonne, 1989 à 2011, Arte Ibérica, édité à partir de 1996 à Lisbonne, entre autres publications de mérite et à l'orée des années 1990. Revenons à l'époque révolutionnaire. L'attention était à l'époque attirée sur la nécessité de recherche historique et sociologique de la culture du XXe siècle portugais, ainsi que sur le fait que l'art ne faisait pas partie des priorités des gouvernements, qui ne créaient pas des mesures de protection des artistes portugais et ne savaient pas tirer parti des idées issues des réunions des architectes, de designers, de peintres, de sculpteurs et de critiques, qui se tenaient au sein de la Société nationale des beaux-arts, également connue sous le nom de Maison des artistes, au cours de la période post-révolutionnaire, 22. La Société nationale des beaux-arts, fondée le 16 mars 1901,
apparaît dans le contexte du naturalisme du XIXe siècle avec la fusion de la Société pour la promotion des beaux-arts, 1861-1899, et le Gremio artistique, 1890 à 1901, dont José Maloa, 1855 à 1933, fut le premier directeur 23. En ces temps de changement, l'action de cette institution était très importante. Elle s'était modernisée dans les années 1960, notamment avec les salons d'art moderne, 1958 à 1963, créés comme alternative aux salons traditionnels, par exemple le salon de printemps 1943 à 1965 et le salon des apostrophes hiver 1943 à 1960, qui avaient acquis ces nomenclatures sous la direction de Ressano Garcia et résultaient de la division du précédent salon annuel, qui avait débuté en 1901. Malgré l'intérêt plus ou moins grand suscité par les expositions et les initiatives qu'elle organisa pendant la période précédant immédiatement le 25 avril, la Société nationale des beaux-arts fut une institution méritoire et un bastion de combat artistique contre la dictature. Cependant, aux yeux de José Augusto França, la Société nationale des beaux-arts aurait pu être organisée de manière plus forte et plus judicieuse après le 25 avril ayant résisté en 1975 à une attaque de certains de ses associés désireux de profiter des eaux troubles. 24. Après la Révolution, et jusqu'en 1977, s'organisèrent des commissions consultatives, Commission nationale consultative pour les arts plastiques, opérant au sein du ministère de la Communication sociale, très structurée de manière improvisée et au caractère éphémère, qui cherchait à élaborer des propositions et à les présenter au gouvernement. Ces commissions étaient composées d'artistes, de critiques, de représentants d'institutions, d'enseignants et d'autres intervenants de la vie culturelle et artistique du pays. Outre la Société nationale des beaux-arts, il convient de mentionner d'autres institutions qui jouèrent également un rôle culturel décisif au cours de la période en question. Il s'agit de la section portugaise de l'AICA, Association internationale de critique d'art, fondée par l'historien Luís Reis Santos en 1955 et restructurée en 1969, dont nous reparlerons un peu plus loin, de la coopérative Arvor Porto, fondée en 1963-25, du CAPC Cercle des Arts Plastiques de Coimbra, établi en 1958-26, ou de la coopérative des graveurs portugais Gravura, Lisbonne, fondée en 1956 avec sa propre officine et initialement programmée par les néo-réalistes. Dans les années qui suivirent immédiatement le 25 avril, l'État fut incapable d'élaborer une politique culturelle structurante et cohérente, et le manque d'articulation entre les différents acteurs persista. Cependant, l'accent fut mis sur les campagnes de dynamisation culturelle, susceptibles d'engager l'État, le mouvement des forces armées, la junte de salut national, la population et les artistes. L'une de ces initiatives fut la peinture intitulée Penel do 10 de Junho, 1974, en hommage à la Révolution d'avril, exécutée par le Mouvement démocratique d'artistes plastiques, constitué au sein de la Société nationale des beaux-arts et qui, bien qu'éphémère, mena des actions importantes en termes d'intervention publique. Pour l'exécution du grand panneau, 4,5 m x 24 m, se réunirent 48 participants, 27, à la Galerie nationale d'art moderne, un pavillon au bord du Tage, à Belém, construit pour accueillir l'exposition du monde portugais 1940, où se tenait le marché du peuple, plus tard utilisé comme espace d'exposition, dirigé par la Direction générale de l'action culturelle Secrétariat des apostrophes État à la culture, qui peignirent publiquement un panneau divisé en 48 tableaux, distribués sur 3 étages et évoquant les 48 ans de la dictature. Bien que le panneau fût assez divisé, précisément parce que les artistes continuèrent à travailler dans leur langage du moment, indépendamment des changements politiques, selon Rui Mario Gonçalves, celui-ci permettait dans son ensemble de voir le langage de l'art moderne entre abstractionnisme et néo-figuratif, 28, ou de l'avis de José Augusto França, une jonction de l'abstrait, du conceptuel et du néo-réalisme, 29. Du point de vue d'Eurico Gonçalves, le panneau n'était pas inférieur à celui exécuté à Cuba et diffusé internationalement, 30.
Selon Ernesto de Souza, malgré la qualité limitée de l'œuvre, les fantoches du peuple furent vaincus par la fête du peuple 31. L'aspect le plus pertinent de l'œuvre en question est le contexte révolutionnaire et d'espérance qui fut à l'origine de sa création qui, à notre avis, l'emporte sur les questions esthétiques. L'œuvre fut offerte au mouvement des forces armées et fut sur le point d'être expédiée à la Biennale de Venise ainsi qu'au Salon de la Jeune Peinture Paris, mais, prétendument à cause de l'incurie des entités compétentes, elle ne fut pas envoyée et finit par être détruite par l'incendie qui consuma la Galerie nationale d'art moderne en août 1981. L'événement fut également enregistré par la télévision, en direct, mais l'émission fut interrompue lorsque la compagnie Acomuna satirisait l'Église. À la suite de cet épisode, Rulio Pomar écrivit sur l'un de ses tableaux « La censure existe ». Au cours de la période qui suivit immédiatement le 25 avril, on assista à un engagement militant intense de la part des artistes dans une expérience de la culture au service du peuple, 32. Ce fut l'époque des slogans et de contre-slogans. L'art fasciste fait mal aux yeux. Marcelino Vespeira. Expression proclamée le 28 mai 1974 lors de la manifestation organisée par le Mouvement démocratique des artistes plastiques au Palais Fos, ancien siège du secrétariat d'État à Information et au tourisme, au cours de laquelle les artistes dissimulèrent derrière un tissu noir et une banderole vert et rouge la sculpture de Francisco Franco représentant Salazar 33, contre l'agressivité, la créativité, ou la qualité esthétique est progressiste, la médiocrité est réactionnaire, Salette Tavares. Il nous faut souligner dans ce contexte les actions collectives, 34, à la recherche d'une totale liberté d'intervention et de création, de deux groupes d'artistes importants. Le groupe Acre, un art pour tout le monde, 35, entre 1974 et 1977 constitué par Alfredo Queiroz Ribeiro, 1939 à 1974, Clara Mener, 1943 à 2018, Joaquim Lima Carvalho né en 1940, entre autres collaborateurs, et le groupe Puzzle, entre 1976 à 1981, avec initialement Albuquerque Mendes, né en 1953, Armando Azevedo, 1946 à 2020, Carlos Carrero, né en 1946, Dario Alves, né en 1940, Graça Moret, né en 1948, Jem Silva, né en 19... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.